Le petit déjeuner politique. 7h46, bienvenue sur Sud Radio. C'est le petit déjeuner politique d'Olivier Faure, qui est député Seine-et-Marne et premier secrétaire du PS. Bonjour Olivier Faure. Bonjour à vous. La menace du coronavirus avec l'Italie touchée, la France qui active son plan. Est-ce que le gouvernement a fait pour l'instant ce qu'il fallait faire ? Pour l'instant, le gouvernement a fait ce qu'il fallait faire, mais je souhaite, et c'est en ce sens que j'ai écrit ce matin au Premier ministre, je souhaite que la transparence soit totale. Parce que dans une pandémie potentielle, la meilleure façon de la traiter, de la maîtriser, c'est encore de créer les conditions de la confiance. Et pour la créer, ça suppose que tout soit mis sur la table et que chacun ait le sentiment, à chaque étape, qu'il a la vérité, qu'il a l'ensemble de l'information et que tous les éléments soient sur la table pour maîtriser le virus. Et qu'est-ce que vous demandez au Premier ministre alors ? Moi, vous l'écrivez ce matin. Moi, je souhaite qu'il puisse mettre d'abord dans le coup, comme pour l'état d'urgence, l'ensemble des formations politiques, qu'il puisse les réunir régulièrement, que ça ne donne pas lieu à une surenchère politique et qu'on sorte le traitement de cette pandémie potentielle de toute volonté de surenchère. Je vois que hier, on a déjà eu les premiers éléments entre ceux qui demandent à peu près tout et n'importe quoi, ceux qui accusent les uns ou les autres de ne pas faire ce qu'il faudrait face à la pandémie. Moi, je souhaite qu'on sorte complètement de tout débat politique pour faire bloc, pour faire unité sur une question comme celle-là et pour justement rassurer les Français, éviter toute forme de panique. Et puis, je souhaite que le Premier ministre mette aussi dans le coup l'ensemble des collectivités locales qui vont être celles qui vont être en prise directe avec les populations, qui sont directement, qui vont venir les voir. C'est souvent les maires qui vont être les premiers à être sollicités. Il y a eu un courrier qui a été adressé, je crois, au président de département, en tout cas hier, par le Premier ministre. Oui, mais c'est bien d'aller plus loin encore, de associer les présidents de région, présidents de département, maires, et faire en sorte que les collectivités soient directement informées en permanence et qu'elles sachent quelles sont les consignes à adopter, qu'on n'ait pas d'une collectivité à l'autre des mesures différentes qui donneraient le sentiment que finalement tout ça n'est pas maîtrisé, traité comme il le faudrait. Et est-ce qu'il faut prendre les mêmes décisions en France et puis en Europe ? Parce qu'on a l'impression que l'Italie veut un peu se barricader là, et que nous en France on dit bah non, pas de contrôle aux frontières, on laisse passer pour l'instant et pas trop de contrôle par ailleurs dans les aéroports. L'évidence c'est qu'il faut une réponse européenne et les ministres de la Santé européens doivent se réunir dans les prochaines heures et donc je souhaite que effectivement des mesures à ce niveau-là soient prises et qu'on évite à la fois de céder à une panique qui serait contre-productive et en même temps qu'on prenne les mesures qui sont absolument nécessaires pour enrayer cette pandémie. Olivier Faure, est-ce qu'il faut jouer la transparence en fait totale de la part des autorités ou est-ce que ça peut être dangereux pour... Moi je le crois, on sait bien que dans ces moments d'angoisse collective, c'est aussi le moment où les thèses les plus fumeuses prennent corps. Et donc, ça suppose qu'à chaque fois, tout soit dit et que chaque Française et Français ait le sentiment qu'il n'y a pas de place pour le mensonge. À partir de là, on saura lutter ensemble parce que nous avons les moyens de faire face. Oui. Est-ce que les hôpitaux publics sont prêts ? On sait qu'il y a une crise. On n'en est pas sorti. Agnès Buzyn a mené ce dossier pendant des mois et puis elle est partie donc pour mener campagne à Paris. Est-ce que vous avez le sentiment que le dispositif, en tout cas dans les hôpitaux français, peut être prêt ? Comme vous le dites, elle est malheureusement partie à un moment où il aurait fallu qu'elle reste. Mais ça, c'est une décision regrettable qu'Agnès Buzyn soit partie ? Écoutez, c'est sa décision. C'est sa décision ou celle du président de la République, non ? C'est possible, mais enfin, en tout cas, le fait est que c'était pas forcément le bon moment pour partir. Et j'ai regretté hier qu'elle rentre dans une polémique stérile avec la maire de Paris en l'accusant de ne pas faire ce qu'il fallait pour la lutte contre le coronavirus, alors même que quelques jours plus tôt, quand elle était encore ministre, elle la félicitait de son action. Ça prouve bien que, justement, même sur des questions comme celle-là, il faut à la fois garder ses nerfs, garder toute sa décence aussi, et ne pas tomber dans une forme de combat politicien qui nuit, là aussi, à la confiance que nous devons aux Français sur un sujet comme celui-là, car c'est un sujet grave. Oui, la confiance, vous l'accordez à Olivier Véran, le nouveau ministre de la Santé, que vous connaissez bien, puisqu'il vient de rang de la gauche, Olivier Véran. Alors, effectivement, je le connais. Et pour l'instant, je n'ai rien à lui reprocher. Je pense qu'il est
il est compétent au moins techniquement. Après, puisque vous parliez de l'hôpital public, la question c'est à la fois une compétence technique, mais c'est aussi une volonté politique, celle de faire en sorte que l'hôpital public se redresse. Parce que on le voit bien, quand on est face à un risque de pandémie, tout le monde se demande comment l'hôpital public peut résister, peut répondre. Et cette question-là, elle se pose d'autant plus qu'on voit bien que aujourd'hui, les soignants n'ont plus les moyens d'assumer leur mission. Et c'est tout le défi qui est devant nous. Alors, on sait aussi leur volonté et surtout leur intégrité et leur capacité à y compris dépasser l'absence de moyens quand c'est nécessaire. Et donc, c'est pour ça qu'on peut leur faire confiance. Mais on ne peut pas les laisser dans cette situation-là très longtemps. Oui. L'hôpital est en crise. À chaque fois que je vais dans un hôpital visiter le service des urgences ou l'ensemble des services, je suis face à des médecins ou des infirmières ou des aides-soignantes qui me disent leur malaise de ne plus pouvoir assumer leur vocation. Et j'ai régulièrement eu et j'étais confronté à des soignants en larmes qui n'en peuvent plus. Oui. Un dernier mot, Olivier Faure, sur cette crise du coronavirus. Vous avez dit tout à l'heure, oui, il y en a qui sortent, il y a une sorte de surenchère depuis hier politique. Néanmoins, il y a quand même une question que se posent beaucoup de Français. Il n'y a pas de fermeture et de contrôle à la frontière avec l'Italie, par exemple. Est-ce qu'il en faudrait, selon vous ? À ce stade, je veux faire confiance aux autorités du pays. Et si elles ont jugé... Et c'est la raison pour laquelle je demande la transparence. C'est que pour l'instant, elles nous disent que ce n'est pas nécessaire. Encore faudrait-il qu'on ait toutes les assurances qui correspondent. Je vois que dans un certain nombre d'écoles... Vous avez quelques doutes, j'ai l'impression. La France n'est pas complètement prête, selon vous, alors, non ? Non, je ne veux pas accréditer cette thèse. Je veux, pour l'instant, faire confiance, mais je souhaite la transparence aussi pour que tout le monde soit au même niveau d'information et qu'on puisse avoir des réponses collectives. Je vois que le sujet est pris au sérieux. Dans les écoles, les enfants qui reviennent de destinations à la fois asiatiques ou Italie du Nord sont priés de bien vouloir rester en quatorzaine pour éviter toute forme de contamination pendant la période d'incubation. Donc je vois que c'est pris au sérieux, mais je souhaite que ce soit complètement maîtrisé et que ce soit complètement transparent. Oui. Venons-en, Olivier Faure, aux retraites. C'est toujours très tendu à l'Assemblée nationale, c'est le moins que l'on puisse dire. Vous êtes pris le bec avant-hier avec le président de l'Assemblée, Richard Ferrand, quand vous lui avez demandé, alors si votre lettre, c'était la demande de commission d'enquête sur l'impact de la réforme, avait été transmise à Nicole Belloubet, vous avez mis en doute la parole de Richard Ferrand, qui vous a répondu. Tiens, on l'écoute. Avant que vous n'alliez vous coucher, avant que j'aille me coucher, vous viendrez avec moi dans mon bureau, je vous ferai une photocopie moi-même de ce que j'ai fait parvenir à Mme Brabo et à Mme la garde des Sceaux. Peut-être que vous arrêterez de troubler nos débats. Croyez-vous que je vous mente, peut-être ? Tout de même, qu'est-ce que c'est que ce comportement ? Alors, il vous a coupé le micro, c'est ça ? Et vous l'avez agressé verbalement ? Pas du tout, je l'ai questionné et la question se pose. Pourquoi ? Parce que 12 jours après la demande de commission d'enquête, qui est un droit constitutionnel qui est accordé à l'opposition, 12 jours plus tard, il n'y a toujours aucune réponse. Et c'était il y a 2 jours. Ouais. Aujourd'hui encore, on verra aujourd'hui si la réponse arrive à la présidente du groupe socialiste à l'Assemblée, mais nous n'avons toujours pas de réponse pour savoir si nous pouvons démarrer la commission d'enquête dès demain, c'est-à-dire que nous puissions, pendant que le débat parlementaire a lieu, renseigner par un certain nombre d'auditions, l'ensemble des parlementaires sur la nature de ce qu'est l'étude d'impact. L'étude d'impact, c'est pas rien. C'est ce qui normalement. Dites-nous de quoi il s'agit précisément cette étude d'impact. L'étude d'impact, c'est vraiment ce qui dit quelles sont les conséquences d'une réforme, les conséquences attendues d'une réforme. Tout le monde, tous les économistes s'accordent à dire que cette étude est truquée, qu'il y a absolument, il y a des impasses terribles. Et qu'en réalité, personne ne peut mesurer, à partir de cette étude d'impact, quelles seront les conséquences réelles sur les Françaises et les Français de cette réforme des retraites. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons voulu une commission d'enquête qui permette d'auditionner l'ensemble des acteurs, les hauts fonctionnaires, les économistes, etc., qui permettent de dire, effectivement, d'aller chercher la vérité là où elle se trouve, de pouvoir enquêter sur pièce et sur place pour pouvoir avoir tous les éléments qui permettent de dire, mais écoutez, voilà ce que vous aurez demain comme portion de retraite. Et là, vous avez justement un doute sur les réponses qui sont apportées jusqu'à présent, quoi. Mais pour l'instant, nous avons plus que des doutes sur l'étude d'impact. Nous pensons qu'elle est totalement biaisée et nous voulons faire apparaître cette vérité. Et évidemment, pour l'instant,
la majorité, le gouvernement joue la montre. Ouais. Et ils cherchent, vous voyez bien qu'ils cherchent maintenant à accélérer le débat. Ouais. Ils cherchent à faire en sorte qu'il ne puisse pas avoir lieu pendant de longues semaines, ce qui serait quand même tout à fait justifié. Pourquoi ce ton de la part de Richard Ferrand, selon vous ? Il Écoutez, est en ce moment irrité justement par je ça. pense Il n'a pas la maîtrise des débats à l'Assemblée. Il y a une part de fébrilité dans cette majorité qui n'accepte pas que le débat puisse avoir lieu plus d'une semaine. Mais rappelons-nous tout de même d'où on vient. En fait, cette loi sur les retraites, c'est une loi qui a été créée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, qui a été bâtie dans le consensus avec l'œuvre du Conseil national de la résistance. Ouais. C'est un monument. Ouais. Et ça a permis en France de tirer, y compris la plupart, pas totalement, il y a encore 7% de retraités pauvres, mais la plupart des Français de la grande pauvreté, ce qui n'est pas le cas dans les autres pays européens. Donc, il faut faire attention à ce que l'on fait. Ouais. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça mérite un grand débat. Et pour l'instant, ce débat, il a lieu. Oui, il n'y aura peut-être pas de 49.3. C'est ce qu'on a appris en fait dans ces dernières heures. Le gouvernement pourrait trouver en fait une autre stratégie. Vous y êtes opposé en tout cas au 49.3. Moi, je suis totalement opposé au 49.3. J'étais opposé dans d'autres majorités. J'y suis encore opposé aujourd'hui. Je souhaite que le débat puisse avoir lieu et que ça permette aux Françaises et aux Français, jour après jour, de découvrir ce que sont les conséquences du projet. Je fais chaque jour sur ma propre page Facebook je donne un certain nombre d'éléments pour permettre aux Françaises et aux Français de comprendre pourquoi nous nous opposons. Et chaque jour, je vois des témoignages de gens qui disent « Ah ben écoutez, j'avais pas compris ça » et je découvre que les choses vont se passer ainsi. Et ça, voilà, c'est le débat parlementaire, ça sert aussi à éclairer les Françaises et les Français. Olivier Faure, les municipales, il y a 2 sondages exclusifs ce matin sur Sud Radio. L'un avec IFOP Fiducial, l'un sur Nice où il y a la prime au sortant, donc à Christian Estrosi. À Toulouse également, prime au sortant Jean-Luc Moudenc. Mais on voit qu'il y a les divisions de la gauche et notamment au PS avec 2 candidats, Cohen et Pelfig, qui profitent au maire sortant. Vous ne réussissez pas à recoller en fait les morceaux ? Alors ça dit plusieurs choses, vos sondages. La première chose, ça dit quand même qu'on a effectivement une droite qui se tient bien dans ces 2 villes. Ça dit que la République en marche est en voie de disparition. Et ça dit que quand la gauche est divisée, elle rate des occasions qui pourraient se présenter à elle. Parce que le total gauche est très élevé malgré tout à Toulouse. Mais dans un deuxième tour, on ne retrouve même pas le total gauche du premier, parce que la dynamique n'est pas du côté de ceux qui se divisent. Et je le regrette parce que il y avait... C'est trop tard maintenant pour... Les listes maintenant sont déposées. Ouais. Et il faudra que les uns et les autres fassent assaut de volonté pour le second tour et faire en sorte de réparer ce qui n'a pas été possible au premier. Ouais. Mais dans la stratégie que j'ai menée pour le Parti Socialiste en France, partout où nous avons eu le sentiment que la gauche pouvait l'emporter et qu'elle pouvait l'emporter... y compris avec un candidat qui n'était pas issu de nos rangs. Ouais. On a fait ce choix. C'est le cas à Bordeaux, c'est le cas à Perpignan, c'est le cas à Besançon, c'est le cas à Tours, c'est le cas... on a cherché à avoir, finalement... à être unitaire pour 2, pour 3, pour 4, pour 5. Et la France insoumise, elle pourrait faire partie des alliés ou elle fait cavalier seule ? Mais la France insoumise, c'est à elle d'en décider. Moi, je n'exclus personne. Je dis simplement que dans la vie, il y a ceux qui cherchent le compromis, qui cherchent à avancer ensemble, qui cherchent à faire bloc, et puis ceux qui pensent toujours qu'ils doivent remplacer tous les autres. Moi, je cherche dans cette élection... LFI, ça. Ouais. Vous la poserez la question. Moi, je cherche dans cette élection à faire en sorte de faire émerger un bloc qui soit un bloc social, écologique, démocratique et qui soit une alternative à ce que sont aujourd'hui les nationalistes de Marine Le Pen et les libéraux d'Emmanuel Macron. Olivier Faure, le mot de la fin avec Cécile de Ménibus. Oui, je reviens sur ce sondage d'AXA qui est paru la semaine dernière qui dit que 74% des Français pensent que le PS pourrait disparaître du paysage politique. Est-ce que ça veut dire que le PS est mort ou est-ce que ça veut dire qu'il faut recréer un nouveau parti avec le rassemblement de toutes les forces de gauche ? D'abord, merci de me poser cette question parce que ce sondage, en fait, est un sondage un peu curieux parce que, plutôt son interprétation est curieuse parce qu'en réalité, ça dit pas tout à fait ça. Il y a des Français qui pensent que provisoirement le PS peut disparaître, mais quand on demande quelle est son utilité dans la vie publique, les Français répondent majoritairement qu'il est utile à la vie publique. Et quand on regarde l'évolution des bonnes opinions, c'est le parti qui progresse le plus entre 2019 et 2020. Nous gagnons 8 points de bonnes opinions et on est placé au même niveau,
que les Républicains ou la République En Marche, ce qui n'est déjà pas si mal. Mais qu'est-ce qui est devant mort les alors? Insoumis. Qu'est-ce qui est mort selon les Français alors? Alors, ce qui est mort selon les Français, et pas seulement selon les Français, selon les socialistes eux-mêmes, c'est une façon de faire de la politique. C'est certainement des partis qui ont vieilli aussi, et donc il s'agit de se réinventer. Et c'est la raison pour laquelle, à l'instant, je vous disais qu'il faut être dans le dépassement de soi-même. Il faut arriver à faire émerger aujourd'hui un parti du 21e siècle. Et ce parti du 21e siècle, c'est ce bloc social, écologique, démocratique, qui peut être le 3e pilier de la vie politique en France et qui peut faire pièce à la fois aux libéraux et aux nationalistes. Merci beaucoup. Olivier Faure, Merci à vous. premier secrétaire